Alors, je suis née en Italie. Pendant 3 ans et demi, j'ai vécu là-bas clandestinement parce que mes parents étaient en fuite. Mon père était en prison, ma mère l'a aidé de s'évader de prison et ils sont partis se cacher en Italie. Et quand j'ai eu 3 ans et demi, ils sont revenus en Suisse, à Sierre, et j'ai grandi à Sierre. Alors, jusqu'à ce que j'ai eu mon premier enfant, ma vie était complètement détruite, j'avais confiance en personne et mon fils est né quand j'avais 36 ans, donc assez tard. Et depuis sa naissance, j'ai su que je pouvais faire confiance à quelqu'un, mon fils. Et après, j'ai attendu 10 ans pour avoir ma fille, qui a 4 ans maintenant. Je l'ai eue quand j'avais 46 ans. Et quand je la vois, je me vois à travers elle un petit peu, parce que je me dis que moi aussi j'ai été une petite fille comme elle. Mais ça se passe vraiment bien, c'est une relation assez particulière. Je dois faire attention de ne pas trop les étouffer, parce que j'ai beaucoup besoin d'eux, peut-être plus qu'eux ont besoin de moi. Mais ça se passe très très bien. Alors, quand j'étais petite, mon père a commencé à faire des gestes qui étaient très étranges pour moi, mais je ne comprenais pas. Parce que quand on a 5 ans, on ne sait pas ce que c'est que la sexualité. On n'a pas de plaisir, on n'a pas d'envie, on n'a pas de désir. Et mon père en avait pour moi. En fait, il m'utilisait pour son propre plaisir, pour son propre désir. Et comme c'est mon père, que finalement je l'aime quand même, il y a une ambivalence qui fait que c'est lui qui a le rôle d'éducateur. Donc quand il me demande de faire quelque chose, je le fais. Comme un exemple, si je dois aller à l'école, mais que j'ai pas envie d'aller à l'école, mon père va dire tu dois aller à l'école. Alors j'obéis parce que j'ai 5 ans. Et quand il commence à faire des choses qui sont pas très nettes, et qu'il me dit il faut le faire, mais pas par la violence, par la manipulation psychique, ben on le fait. Je le faisais, mais je sentais que c'était quelque chose de pas bien. Je comprenais pas. Alors, je me mettais en sidération. C'est un état psychiatrique qui fait que on sent plus notre corps, on est vide et on ressent plus rien du tout. Et à partir de là, la construction a arrêté. C'est-à-dire que jusqu'à vers 5 ans, j'ai grandi plus ou moins comme un enfant normal. Et depuis mes 5 ans, jusqu'à mes 12-13 ans, il n'y a plus du tout de construction. C'était complètement vide à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. On voit, moi je voyais que mon père avait du plaisir, mais moi j'en avais pas. Puisque un enfant ne peut pas avoir du plaisir, en tout cas pour ma part, j'en avais pas. Donc c'était évident qu'il y avait quelque chose de pas normal qui se passait. Je le voyais sur son attitude, parce qu'il avait une attitude d'homme excité. Et je connaissais pas cette attitude-là de mon père, et ça me faisait du mal, quoi. Je comprenais pas. Mais comme j'ai un caractère assez rebelle, j'arrivais un petit peu toujours à me débrouiller pour pas faire ou pour repousser. Mais par exemple, à 5 ans, un moment, quand il a commencé, on était devant la télé au salon, c'était un samedi après-midi. Il m'a demandé de s'asseoir sur ses genoux et il a commencé à me toucher. Et je sais qu'à 5 ans, je l'ai repoussé et la porte-fenêtre du balcon était ouverte, on était au 3e étage. Et j'ai couru et je lui ai dit si tu continues, je saute par la fenêtre, à 5 ans. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, ce qui ne l'a pas empêché de continuer. Alors c'est clair que quand ça m'est arrivé, ça n'a pas vraiment été dit de manière claire par mon père, tu n'en parles à personne, mais en même temps c'était une évidence même de par sa manipulation, donc je ne pouvais pas en parler à ma maman parce que je ne voulais pas lui faire du mal. Alors j'ai rien dit pendant très longtemps, et quand j'ai eu 17 ans, j'en ai parlé à quelqu'un de très proche qui m'a dit tu n'en parles pas, il faut jamais en parler, tu le gardes pour toi. Après, quand j'ai eu 24 ans, j'ai été voir un avocat parce que je voulais déposer plainte contre mon père.
Et mon avocat m'a dit, on ne peut pas le faire parce qu'il y a une prescription. À l'époque, c'était 10 ans la prescription. Et à quelques mois près, j'ai pas pu déposer plainte. Donc, chaque fois, on vous fait comprendre que de toute façon, ça sert à rien, quoi. Et donc, j'ai toujours mal fonctionné. J'étais quasiment tout le temps en dissociation. La dissociation, c'est quand le cerveau il se met sur off et qu'il montre que tout va bien, même qu'à l'intérieur, tout est détruit. Et il faut continuer à avancer comme ça. Et il ne passait pas un jour sans que j'ai envie de mourir. Mon but, c'était que je voulais que ça s'arrête. C'était tellement douloureux. Et la naissance de mon fils m'a permis de tenir en me disant non, mon fils a besoin de moi, je ne peux pas mourir. Alors depuis que j'ai été toute petite, depuis mes 5 ans, ma construction humaine, intérieure, mentale, s'est arrêtée. Donc je me suis construite toute seule, avec les éléments qu'un enfant de 5 ans jusqu'à 13 ans peut avoir, donc tout faux. et j'avais besoin de reconnaissance. J'avais besoin de me sentir exister. Alors j'ai cherché d'autres moyens. J'avais envie de faire de la musique, d'être sur une scène, parce que quand j'étais sur une scène, je me sentais portée. Et la musique, ça n'a pas fonctionné. Et je suis arrivée un petit peu par hasard dans le milieu de Nice. Je ne connaissais pas du tout. Et sur le moment, quand ça a marché, il y avait tout le public devant moi, tous les journalistes, les photographes. Je me suis sentie exister. Je me suis sentie importante. Je me suis sentie être quelqu'un. Mais je me suis vite rendu compte que c'était superficiel, que c'était faux, et que finalement, je continuais à faire ce que j'avais fait quand j'étais petite, c'est-à-dire être un objet, représenter quelque chose, mais ne pas être moi-même. Sur le moment, c'était un peu grisant, c'était intéressant parce que quelque part, on me regardait, j'étais pas un objet au départ. Et après, gentiment, je me suis rendu compte que c'était superficiel, effectivement, dans le sens où les hommes ont un regard sur une Miss, souvent, pas tous, mais souvent, ils sont séduits, ils sont intéressés. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent « j'aimerais bien avoir une Miss Suisse dans mon lit ». Donc j'étais pas Sarah, moi, j'étais Sarah Briguet, Miss Suisse. Donc de nouveau, pas en raccord avec mon intérieur, mais une image qui donnait l'impression d'être heureuse, que tout allait bien. Donc les gens pensaient que c'était le bonheur, quoi. Et non, chaque jour je mettais mon masque avec le sourire et je faisais semblant que tout allait bien. Alors j'aimais beaucoup la musique. Je passais des heures à écouter de la musique et à danser toute seule dans ma chambre. À l'époque, j'aimais beaucoup Michael Jackson. C'était le premier concert que j'avais été voir. Je crois que j'avais 18 ans. Et c'était pas un exemple, hein. C'était plus toujours la scène, la musique qui m'attirait. Et c'était vraiment la musique en général, mais j'étais relativement fan de Michael Jackson. Puis après, en grandissant, j'ai découvert des musiques plus anciennes, avec des textes beaucoup plus puissants, comme Jacques Brel en français, avec des textes puissants et pas vraiment une idole précise. Alors pendant très longtemps, j'ai vécu en dissociation avec ce masque qui donnait l'impression d'être bien, mais complètement détruite à l'intérieur sans vraiment comprendre pourquoi. Alors je me faisais du mal, parce que quand je me faisais du mal, j'avais mal à l'endroit où j'avais mal là, qui était visible, mais j'avais plus mal dans ma tête. À un moment, j'ai essayé de mourir, j'ai fait une tentative de suicide, je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique. Quand je voyais les thérapeutes, j'étais incapable de dire qu'est-ce que j'avais vécu. La seule chose que je pouvais dire, c'était « mon père n'a pas été correct avec moi ». Mais c'était très large, il aurait pu me taper, il aurait pu faire n'importe quoi. Je ne pouvais pas dire, je n'arrivais pas à dire. Et donc ça n'a jamais été traité à la base.
parce qu'il y a aussi le problème de la mémoire traumatique. Et c'est tellement difficile de le dire que j'arrivais pas à aller plus loin. Donc je pouvais pas me soigner. On me soignait pour des dépressions, pour plein de trucs. J'avais plein de médicaments, ça allait bien un moment, puis après ça redescendait. Chaque fois comme ça. Et il y a 2 ans, j'ai eu un énorme choc parce que j'ai appris que mon père continuait ses agissements, encore maintenant. Et là, il y a tout qui est ressorti. Et c'est là que j'ai été soignée vraiment pour les problèmes d'abus sexuels. Et c'est là que j'ai commencé enfin à me trouver, à retrouver la petite fille qui était en moi, à me dire qu'elle existait, à exister moi-même, à avoir ma vraie personnalité. Et c'est là que j'ai commencé à pouvoir faire des thérapies qui étaient vraiment efficaces, qui s'appellent notamment les MDR. C'est une thérapie par le mouvement oculaire. On l'utilisait pour les soldats du Vietnam qui avaient vécu la guerre. Ils se sont rendus compte qu'avec ce traitement, on arrive à remettre les événements traumatisants au bon endroit dans le cerveau pour pas que ça devienne quelque chose d'envahissant. Alors maintenant que j'ai compris le fonctionnement d'une mémoire traumatique, que j'ai compris la dissociation, la sidération, mon but est, si je parle aujourd'hui, c'est pas une manière thérapeutique. C'est simplement pour dire aux gens, parlez. Plus vous arrivez à parler tôt d'un problème comme ça, plus vous arriverez à vous soigner. Plus vous avez la chance peut-être d'aller mieux un jour. Et puis, surtout, j'aimerais faire de la prévention pour les enfants. Et je suis marraine de l'association Patouche qui s'occupe des violences faites aux enfants, toutes les violences. Physique, harcèlement, sexualité, tout ce genre de choses. Et j'aimerais que dans les écoles, pour les petits, il y ait des cours obligatoires pour qu'un enfant sache reconnaître qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Et que quand il sait que c'est quelque chose de pas juste, il peut dire non. Ou alors il peut aller en parler à quelqu'un, quand il est encore petit. Comme ça, les dégâts sont moindres. Et plus il y a de la prévention, moins il y aura d'abus, parce que l'enfant sera armé pour se défendre. Et mon troisième combat, c'est d'essayer au niveau de la loi suisse, je suis en train de préparer justement ce qu'il faut pour le faire, c'est qu'il n'y ait plus de prescription pour les actes comme ça, parce que une mémoire traumatique, elle peut vous envahir toute une vie. Il y a des dames qui ont 70 ans, qui vivent encore avec ce cauchemar, et qui pourront en parler peut-être qu'à 70 ans. On ne peut pas mettre une date butoir pour dire jusqu'à quel âge, jusqu'à tel âge tu as le droit de parler, mais après ça ne sert à plus rien. Il faut en parler, il faut. Et même s'il y a prescription encore maintenant, il faut aller à la police, il faut déposer. Même si ça ne va pas plus loin, si le prévenu, enfin l'auteur recommence des faits comme ça et qu'il y a une autre plainte qui arrive où il n'y a pas de prescription, eh bien, cette plainte-là, elle sera entendue de meilleure manière. Donc aujourd'hui, j'utilise le peu de notoriété qui me reste de Miss Suisse pour essayer de toucher un maximum de monde dans les médias, à la télévision. Là, je suis en train d'écrire un livre qui est bientôt terminé sur ma vie, sur mon expérience. Le but, c'est d'avoir un support pour pouvoir donner des conférences, pour pouvoir parler. Il faut vraiment en parler, ça ne doit plus rester tabou. Il faut qu'on puisse en parler facilement. Alors, ma famille proche, tout est brisé. Quand j'ai eu le courage de parler et de mettre en route la justice, il y a des événements qui ont eu lieu. Mon père a été arrêté, il a été mis en prison préventive. Il y a un jugement qui est en cours, pas pour mon affaire puisqu'il y a prescription, mais pour une affaire actuelle. Parce qu'il y a 2 ans, il a continué avec des enfants et je l'ai appris et je devais protéger les enfants de cet homme qui pour moi est malade. Pour moi, c'est une maladie. Lui, il dit que c'est pas vrai, que je suis une menteuse. Ma mère, elle est restée de son côté. Ma sœur également. Donc, pour eux, ils ont coupé complètement les ponts avec moi en disant que ce que je fais, c'est uniquement pour me rendre intéressante. Et puis que je suis moi-même malade et que j'utilise
tout ça pour leur faire du mal, tout simplement. Je pense que c'est tellement violent pour eux, en tout cas, mon père, je pense qu'il n'est pas conscient des dégâts qu'il peut faire, à mon avis. Je pense qu'il a besoin d'un traitement, il est vraiment malade, et ma mère, je pense qu'elle est en... Je peux pas savoir, je suis pas psychiatre, mais de loin, comme ça, je pense qu'elle est dans le déni. C'est qu'elle peut pas concevoir tout ce qui se passe parce que c'est beaucoup trop violent pour elle. Donc je pense qu'elle est également en dissociation. Et ma sœur, je pense qu'elle le vit aussi un peu dans ce sens-là. Donc je suis celle qui a mis le chaos dans la famille. Mais la famille proche, la famille plus élargie, eux, me suivent. Aujourd'hui, si je parle, c'est parce que j'aimerais pouvoir faire passer un message. Vous, les jeunes, si vous entendez quelqu'un qui a des problèmes d'abus sexuels, de violence, de harcèlement, n'hésitez pas à essayer d'aller parler avec cette personne pour l'inciter à aller voir la police, ou aller voir quelqu'un de proche, ou aller voir une association, comme Patouche ici en Suisse romande par exemple. Et surtout, ne restez pas avec le secret parce qu'il va vous plomber, vous allez le traîner avec vous toute votre vie. Il faut le sortir, il faut trouver le courage de parler parce que si vous parlez, ça va faire mal. On ne peut pas dire autrement, c'est vrai que ça va faire mal, mais ça va faire mal une fois, pas toute votre vie. Et vous avez le droit d'être une personne qui existe, vous avez le droit d'être heureux, vous n'avez qu'une vie et on ne doit pas vous la prendre, on ne doit pas vous la détruire. Donc si je peux vous donner un conseil, le fait de parler, même si c'est très difficile, de suivre une thérapie qui soit adéquate, vous aurez toutes les possibilités de pouvoir vivre de manière le plus normale possible.